À la une ce soir. Nous confirmons qu'un total de 11 suspects sont visés par des accusations criminelles. Mort de Nourane Rezaï à Longueuil, des adolescents arrêtés à la suite de l'enquête parallèle du SPVM. Le dossier est désormais entre les mains des procureurs du DPCP pour la suite du processus judiciaire. Pointe de chaleur intense attendue dans les prochaines heures. La santé publique sonne l'alarme. Si on a une fatigue plus accrue, des nausées, des mouissements, des étourdissements, c'est des signes de déshydratation. Il faut vraiment prioriser l'eau. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde. Il y a de nouveaux développements dans l'affaire de Nourane Rezaï, cet adolescent abattu par un policier de Longueuil le 21 septembre dernier. Le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, a dévoilé aujourd'hui les conclusions de son enquête parallèle sur l'intervention policière menée avant la mort du jeune de 15 ans. Alors, Lily, il y a quand même plusieurs jeunes qui ont été arrêtés, des suspects qui étaient tous mineurs là, au moment des faits. Oui, et les accusations autorisées par le directeur des poursuites criminelles et pénales comprennent notamment séquestration et complot d'enlèvement. Il y a aussi un individu qui a été accusé de possession d'armes. S'agit-il du bâton de baseball qui avait été retrouvé dans un sac à dos? Eh bien, le SPVM n'a pas voulu confirmer. D'ailleurs, il y a très peu d'informations qui ont coulé puisque le dossier confirme des mineurs et leur identité est protégée. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des événements qui auraient précédé la mort de Nourane Rezaï. Et c'est un événement vraiment qui a soulevé l'indignation d'une grande partie de la population. Et là, aujourd'hui, le SPVM, dans son enquête parallèle, dévoilait les conclusions et les 11 individus vont faire face à la justice devant la Chambre de la jeunesse. On peut écouter l'inspecteur en chef. 11 suspects sont visés par des accusations criminelles dans le cadre de notre enquête parallèle. 5 suspects ont été arrêtés en vertu de mandats visés. De plus, 6 autres suspects sont accusés par voie de sommation. Au total, 11 personnes sont visées par des accusations, soit 4 jeunes hommes et 7 adolescents. Et au moment des événements, ces individus étaient âgés entre 13 ans et 17 ans. Bon, Lily, il y a 2 autres enquêtes qui sont en cours, dont celle du BEI, là. Oui, il reste encore un gros morceau pour comprendre ce qui s'est réellement passé le 21 septembre 2025. Et c'est important de faire la distinction entre l'enquête du BI et l'enquête du SPVM, dont les conclusions ont été dévoilées aujourd'hui. Notre enquête porte sur les événements, les circonstances précédant l'intervention policière des policiers de Longueuil. Alors, c'est vraiment, il y a 2 côtés, là, si je mime le geste, là. D'un côté, il y a ce qui s'est passé avant. Ça, c'est ce sur quoi le SPVM a été mandaté par le BI d'enquêter. Et il y a l'intervention policière, proprement dit, qui est toujours elle est enquêtée par le BI. Le BI avait communiqué, là, si je me souviens bien, qu'ils avaient déposé ou ils avaient soumis leur dossier au DPCP qui est en analyse en ce moment. Et mention importante que la famille de Nourane Rezaï qui a lancé une poursuite contre la ville de Longueuil il y a quelques mois de 2,2 millions de dollars. Oui. Merci beaucoup, Lily. D'ailleurs, on aura l'avocat de la famille dans le bulletin de 22h. Au revoir. Et on poursuit la discussion avec notre collaborateur aux affaires judiciaires et ex-directeur adjoint de la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, Yannick Dion. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Marie-Claude. Peut-être pour nous aider à y voir un peu plus clair, il faut comprendre quand même qu'il y a 3 enquêtes qui sont en cours présentement, dont celle du SPVM, qui visait à comprendre un peu ce qui s'est passé avant la mort du jeune Nourane Rezaï. Oui, c'est très important à spécifier. Là, il y a vraiment 3 enquêtes qui sont distinctes. D'abord, l'enquête du BEI sur les événements impliquant les policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil. Il y a l'enquête administrative qui a été demandée par le ministre de la Sécurité intérieure sur la situation entourant l'appel au BEI par le service de police, les délais plutôt là, de l'appel. Et il y a l'enquête parallèle effectuée par le SPVM, celle qui nous concerne aujourd'hui, qui a mené à l'arrestation des 11 jeunes là, qui sont âgés entre 13 et 17 ans.
11 jeunes donc visés par des mandats d'arrestation. Puis on parle quand même d'accusations portées qui sont très graves. Le complot d'enlèvement, complot pour séquestration, voie de fait, possession d'armes dans un dessin dangereux, rassemblement illégal également. Est-ce que tout ça, ça nous donne un nouvel éclairage quand même aujourd'hui? Bien, comme je disais d'entrée de jeu, il faut faire attention de ne pas mélanger les enquêtes, mais évidemment, sur la toile de fond, ça peut amener un certain éclairage nouveau sur les événements qui ont précédé la mort du jeune à Longueuil et qui peuvent expliquer là, un certain contexte, malheureusement, qui a mené à une chaîne d'événements malheureux par la suite. Le SPVM parle d'une centaine d'agents qui ont mené d'enquêteurs, qui ont travaillé là-dessus, plusieurs perquisitions. On parle de quel genre de technique d'enquête quand ce sont des jeunes qui sont visés? Bien, les techniques d'enquête peuvent rester les mêmes que dans d'autres types de dossiers. On peut parler d'infiltration virtuelle, on peut parler de différents... Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes les techniques d'enquête, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'adresse à des jeunes, il y a des jeunes qui sont mis en état d'arrestation, c'est surtout la question des droits, puis surtout la présence des parents ou d'un tuteur légal. Donc, il faut s'assurer que quand on interroge ces jeunes-là au moment de leur arrestation, bien, qu'il y ait un parent ou l'avocat soit présent pour s'assurer de la recevabilité là, des interrogatoires et de la procédure judiciaire par la suite. C'est vraiment l'élément déterminant dans ce type d'enquête-là qui concerne là, des adolescents. Oui. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre, bien sûr, avec une grande attention. Merci beaucoup, Yannick. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Le sujet qui fait jaser, c'est cette vague de chaleur intense qui va frapper tout le Québec à partir de demain, mais déjà, il commence à faire plus chaud. Cet épisode pourrait donc durer au moins 5 jours. Aujourd'hui, les autorités de la santé ont d'ailleurs lancé un appel à la vigilance. Marc Simard a testé les kits de rafraîchissement distribués aux populations à risque. Plus de pauses, accès à l'eau, puis vraiment être attentif aux signes et symptômes reliés à la chaleur. Pendant les grandes vagues de chaleur, on nous répète souvent la même chose. Porter un chapeau, s'hydrater suffisamment pour rester hydraté et mettre de la crème solaire. Mais des fois, c'est pas suffisant. La chaleur, ça cause beaucoup d'effets à la santé, puis ça cause même des décès. En particulier, les décès qui arrivent l'été, c'est des décès de personnes qui sont chez elles souvent. Donc, avec les trousses fraîcheurs, on veut avoir une opportunité d'aller sensibiliser les gens, de donner des messages aux personnes qui sont chez elles, souvent seules, qui n'ont peut-être pas nécessairement de réseau d'entraide. OK, avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse trousse de fraîcheur? Donc, on a 3 objets dans notre trousse fraîcheur. Je dirais le plus central, c'est notre thermomètre d'intérieur. OK. Ensuite, on a un vaporisateur d'eau. OK. Qui est idéalement à utiliser avec notre petit ventilateur. Oui, il y a les objets qui se trouvent à l'intérieur de la trousse, mais c'est surtout un prétexte pour aller à la rencontre de ceux qui sont peut-être plus vulnérables à ces vagues de chaleur-là. C'est un projet qui mobilise plus que la santé publique, là. Nous, on coordonne le projet, mais on a la chance de travailler avec des organismes communautaires dans ces quartiers-là qui, eux, vont pouvoir faire la distribution. Puis eux, ils connaissent très bien leur population, leur quartier. Donc, eux, ils ont vraiment l'expertise terrain qui nous permet justement d'aller rejoindre les gens qu'on veut rejoindre avec les trousses. Il y a des écarts importants dans l'exposition à la chaleur puis le risque associé. On sait qu'à Montréal, on a des écarts, par exemple, dans l'accès à la climatisation qui suivent directement le revenu. Alors, les personnes plus aisées sont en beaucoup plus grande proportion à avoir de la clim à domicile. On sait que l'accès au parc et à la nature, l'accès à avoir un endroit à l'ombre va être très différent. On prend souvent l'exemple de Parkex et de Ville-Mont-Royal. Il faut se le rappeler. Puis nous, on a un outil de cartographie qui identifie plusieurs facteurs sur l'île de Montréal qui nous aident à cibler où aller distribuer les trousses. Entre autres, par exemple, les lieux des îlots de chaleur, là où est-ce qu'il y a des gens qui habitent seuls, des personnes aînées. C'est pas la première fois que Montréal traverse une canicule, mais cette fois-ci, c'est le calendrier qui complique les choses parce que le pic de chaleur va survenir le 1er juillet. C'est une journée fériée où plusieurs personnes vont peut-être être
plus enclines à boire plus d'alcool. Les commerces climatisés vont, quant à eux, être pour la plupart fermés. Et il y a plusieurs personnes qui vont être contraintes de déménager. À ce moment-là, ça va être de faire attention à nous, de respecter nos limites, de surveiller les signes et symptômes. Si on a une fatigue plus accrue, des nausées, des mouissements, des étourdissements, le secret, c'est de s'hydrater adéquatement. On va éviter les boissons alcoolisées. On va plus aller vers des produits comme de l'eau ou des produits avec des électrolytes. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info. Et bien sûr, avec cette chaleur intense, on surveille aussi l'évolution des feux de forêt partout au Québec. Une centaine d'incendies sont présentement actifs et plusieurs sont toujours non maîtrisés. La majorité se trouve dans les régions du nord du Québec et de la Côte-Nord. Il y a plusieurs feux qui ont d'ailleurs forcé la fermeture de la route 389 pour une durée indéterminée dans le secteur de Fermont. Ça s'est passé tôt ce matin. Les flammes s'étendent maintenant sur plus de 6 000 hectares là-bas et la priorité de la SOPFEU est de protéger l'un des axes routiers les plus important de la Côte-Nord. Aux États-Unis maintenant, autre revers pour Donald Trump. La Cour suprême a débouté le président américain dans le dossier du droit de sol. Le tribunal juge inconstitutionnel son décret controversé visant à restreindre ce droit qui permet en fait aux personnes nées aux États-Unis d'obtenir automatiquement la citoyenneté américaine. Donald Trump a réagi sur cette décision sur son réseau Truth Social. Il affirme que c'est dommage pour le pays, mais ne compte pas renoncer à son projet, ajoutant que le droit de sol pourrait facilement être révoqué par une loi. Au retour, Québec veut décontaminer et revaloriser aussi un terrain aussi grand que 124 terrains de football dans l'est de Montréal. On vous explique pourquoi après la pause. Parlons politique provinciale maintenant. Le gouvernement de la CAQ a multiplié les annonces aujourd'hui. D'abord, à Montréal, la première ministre Christine Fréchette a annoncé un investissement de 123 millions de dollars pour décontaminer les terrains d'Esso dans l'est de l'île de Montréal. Alors, Laurence, l'objectif, c'est bien sûr, de décontaminer, mais pour éventuellement accueillir des projets porteurs, là. Oui, exactement. Et ça représente une énorme superficie. Là, on parle de 7 millions de pieds carrés. Là, ça représente environ 124 terrains de football ou, comme la première ministre l'a dit pendant son point de presse, 50 Costco ou 25 Ikea. Et ce sont des terrains là, qui ont accueilli des raffineries, un dépôt pétrolier également. Et ils sont abandonnés depuis une quarantaine d'années justement parce qu'ils sont contaminés. Et tu l'as dit, là, ces sommes-là vont servir à décontaminer, réhabiliter, revaloriser ces terrains-là pour y attirer de nouveaux projets industriels. Moi, je veux que ce terrain-là passe du gris au vert. Alors, ça veut dire des secteurs notamment technologie propre, transition énergétique, à l'aéronautique, à l'intelligence artificielle, à l'optique photonique, tout ce qui relève de la défense, ultimement. Ça pourrait être des secteurs intéressants. Puis je pense qu'il peut y avoir aussi sur le terrain une diversité de secteurs, parce qu'avec les tailles de terrain qu'on a là, c'est pas anodin, là. Donc, on peut avoir différents secteurs. Puis ça, c'est pas inintéressant parce qu'il faut pas mettre toutes nos billes dans un seul panier. Il y a aussi Bernard Drinville, ministre, entre autres, de l'Énergie, qui a annoncé la vision énergétique du Québec d'ici 2050. Oui, exactement. Et ça, ce sera en quelque sorte là, la feuille de route du gouvernement pour la production, le transport, la distribution, la consommation d'énergie également, parce qu'on veut préparer l'avenir dans un contexte où on prévoit une hausse de la demande en énergie. On veut également poursuivre la décarbonation. On veut aussi renforcer l'autonomie énergétique du Québec, surtout dans un contexte géopolitique incertain. Et le gouvernement assure aussi que l'accessibilité et le coût de l'énergie est un axe central là, de ce plan-là. Il faut continuer à investir dans la fiabilité puis la résilience de notre réseau énergétique, continuer à donner aux Québécois l'énergie dont ils ont besoin, à les approvisionner en énergie. Mais sécurité énergétique aussi au sens de fondement de notre sécurité économique. C'est par notre sécurité énergétique et tous les approvisionnements qui en découlent qu'on va être capable de donner à nos entreprises l'énergie dont elles ont besoin pour continuer à investir, pour investir dans l'automation, la robotisation, donc la productivité. Donc, un plan sur 25 ans, mais qui sera revu là, quand même aux 6 ans. Merci, Laurence.
Bonsoir, Alain. Bonsoir, Marie-Claude. Qu'est-ce que tu as pensé de ce plan-là de Bernard Drinville, exactement? On comprend qu'on augmente l'énergie verte au Québec. On est un peu champion. Oui, tout à fait. On est déjà avantagé avec l'hydroélectricité, mais ils veulent faire passer de 48 à 77 de notre consommation d'énergie renouvelable, donc naturellement en majorité en hydroélectricité, mais on peut rajouter aussi l'éolienne, le solaire, on a nommé les résidus agricoles et forestiers, copeaux de bois, il y a des entreprises qui récupèrent, donc une genre d'économie circulaire entre les gens, l'éthanol et la bioénergie. Donc, deux grands objectifs, ça a été mentionné. Premièrement, la diminution des gaz à effet de serre. Donc, ils veulent atteindre l'objectif de 37,5 de diminution. Et comme l'a bien signifié Bernard Drinville, je pense à la sécurité énergétique, qu'on soit indépendant de toutes les fluctuations géopolitiques à travers le monde. On le voit avec les négociations avec les Américains. Donc, en étant plus autonome, bien, on est à l'abri, je dirais, des contre-coups avec les autres pays, là. Un bon coup pour la CAQ de se positionner comme ça? Bien, je pense que c'est une façon pour eux autres de montrer qu'ils ont quand même un petit côté vert, mais toujours en touchant l'économie, la sécurité énergétique, en s'attaquant à l'anxiété que certains ont en ce moment avec les négociations avec les Américains. Donc, je pense que c'est un bon coup. La question qu'on va tous se poser, c'est pourquoi, à la toute fin, ces annonces-là, alors que l'Assemblée nationale a arrêté de siéger puis qu'on est en pré-campagne électorale? Parce que ce sont quand même deux annonces majeures en matière d'environnement aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on se parle aussi de la décontamination de cet immense terrain dans l'est de la ville de Montréal. Ça fait longtemps qu'on le promet, là. Oui, tout à fait, ça fait longtemps. C'est pas nécessairement des promesses qui sont très populaires, hein. Des fois, on trouve que les politiciens font des promesses qui sont populistes pour essayer de gagner des votes. Là, on parle d'un projet de décontamination de terrain sur 7 à 10 ans. Puis là, moi, je me rappelle quand j'étais maire, puis on m'arrivait en disant on doit investir des millions pour décontaminer des terrains parce que dans le temps, les entreprises, lorsqu'ils finissaient d'exploiter, ils quittaient, ils ne réhabilitaient pas les zones. Là, maintenant, ils sont obligés, mais dans ce cas-ci, c'est une opportunité de préparer le terrain pour du développement économique dans l'est de Montréal qui en a grandement besoin dans le futur. Ouais, puis il y a d'autres terrains à décontaminer au Québec. Oh, il y en a beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a des villes qui vont cogner à la porte du prochain gouvernement. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Il y a 30 ans aujourd'hui, tout le Québec était ébranlé par le meurtre sordide d'Isabelle Bolduc à Sherbrooke. Et ce soir, ses proches et des citoyens vont d'ailleurs se rassembler pour rendre hommage à la jeune femme. Une soirée de commémoration qui vise aussi à amasser des fonds pour des organismes qui aident les victimes de violences criminelles et de violences sexuelles. Marc-André Mailloux. Ça va être une soirée sûrement chaude en émotion. Moi, je veux que ça soit à la hauteur d'Isabelle. Je veux que ça soit bien fait. C'est toujours de me remémorer tous les beaux souvenirs et ne plus me rattacher à l'événement qui est arrivé. Âgée de 22 ans, Isabelle Bolduc avait été enlevée, séquestrée, agressée sexuellement, puis assassinée en juin 1996 par Jean-Paul Benbridge et deux complices, Marcel Blanchette et Guy Labonté. Son corps avait été retrouvé quelques jours plus tard dans un boisé de Fleurimont. À l'époque, ça avait vraiment ébranlé notre Calax et la population sherbrookoise en général. Donc, on avait vraiment travaillé sur la sécurité urbaine, de s'assurer, par exemple, que les femmes se sentent en sécurité au centre-ville de Sherbrooke et dans la ville en général. Avec le temps, avec les années, évidemment, on a travaillé au niveau du système de justice, faire des tribunaux spécialisés pour que les victimes se sentent à l'aise de dénoncer, pour qu'il y ait des recours aussi, pour qu'il y ait des peines adaptées de ce côté-là. Malheureusement, on n'est pas à l'abri de revivre ce genre d'événements-là de nos jours. On en voit des féminicides à chaque année. Malheureusement, c'est inquiétant. Donc oui, il y a du chemin qui a été fait, mais il en reste à faire également. On veut soutenir les femmes du Québec. On veut que tous les féminicides finissent par arrêter. Ça suffit maintenant, là. En février dernier, un des agresseurs d'Isabelle Bolduc, Marcel Blanchette, a comparu devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada afin de demander des sorties sans escorte. Ça devait être reporté en juillet. C'était reporté en septembre. Je trouve ça ridicule parce que cet homme-là, depuis 1978, cumule les récidives. Puis, à la dernière audience qu'il y a eu le 24 février dernier, il a mentionné avoir encore des pensées sexuelles agressives. C'est sûr qu'il recommence en sortant.
il n'y a plus rien à perdre, il va retourner en prison, puis il va finir ces jours-là. On veut aussi que les femmes qui se sont fait agresser sentent qu'ils ont un support derrière eux. On n'a pas envie que ces gens-là qui ont commis des meurtres, qui ont commis des crimes, soient libérés. Souvent, on a des victimes qui vont nous dire que ça leur fait vivre de l'anxiété, de l'angoisse. Isabelle, c'était une fille souriante qui aimait la vie, elle aimait chanter, elle était gentille, généreuse. C'était un petit clown, c'était vraiment une belle personne. Puis moi, je veux qu'on se souvienne d'Isabelle comme étant la plus belle des femmes. Les fonds amassés lors de cette soirée de commémoration seront remis à 4 organismes de la région, le CALAX, le CAVAX, la Parolière de Magog et le ranch thérapeutique Cheval de Soie. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Demain, c'est le 1er juillet, donc la journée du déménagement ou la fête du Canada pour certains. Donc, voici quelques conseils pour survivre à cette journée. Évidemment, il faut éviter de faire déborder nos rues avec des tables et des toasters, donc voici quelques rappels. Bon, votre ville a sûrement une journée où les encombrants sont ramassés. Il faut vérifier, mais par exemple, à Montréal, il y a plusieurs choses que vous avez le droit de laisser pour cette collecte. Par exemple, on peut penser à des électroménagers, certains meubles, des éviers, des portes et du métal. Mais il y a aussi plusieurs choses qu'il ne faut pas laisser sur sa rue. Il y a tous les meubles qui sont rembourrés, donc divans, fauteuils, matelas, les réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs. Ça, c'est pour pas relâcher du gaz réfrigérant qui est très dommageable pour l'environnement. Dans les deux cas, il existe des services pour s'en débarrasser, mais sinon, il faut amener le tout à l'écocentre. Pour les électroniques, donc ordinateurs et autres, il y a plusieurs points de dépôt qui existent. Il suffit de rentrer sa ville sur le site ou recycler mes électroniques. Vous pouvez aussi tenter de donner une deuxième vie à vos choses avec un message dans le groupe Facebook de votre nouveau quartier. Si vous avez un camion de déménagement, vous pouvez vérifier sur le site de votre ville s'ils font un permis spécifique. Après, tant que vous n'êtes pas sur une rue piétonne ou sur un no parking, généralement, il n'y a pas de problème. Aussi, attention aux blessures les plus courantes, ça va être dans le bas du dos, les orteils, les doigts écrasés, puis les épaules, les mollets et les chevilles. Finalement, n'oubliez pas de changer votre adresse pour la banque ou les autres institutions. Pour tout ce qui est provincial, vous pouvez aller sur le site du Service québécois de changement d'adresse pour tout faire d'un coup. Le duo québécois de l'heure Angine de poitrine sera en spectacle vendredi soir au Festivois de Trois-Rivières et l'organisation trifluvienne s'attend à un fort achalandage. On se souvient que samedi dernier, les musiciens ont attiré plus de 100 000 personnes au Festival international de jazz de Montréal. Ça soulève bien sûr des enjeux de sécurité à Trois-Rivières parce que la place du quai où aura lieu le spectacle ne peut accueillir que 3 000 festivaliers. Le Festival, là, vraiment, ils ont des agents de sécurité qui vont s'occuper des accès au site et tout ça, puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du site aussi, là, c'est vraiment leur niveau qu'ils vont gérer. On est là en soutien aux besoins, puis on a beaucoup de patrouilleurs là, qui vont être à pied durant les festivités. C'est déjà prévu, puis année après année, là, on est présent et nous sommes là quand c'est nécessaire. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. À 22h, on va revenir sur les conclusions de l'enquête du SPVM dans l'affaire de la mort du jeune Noran Rezaï. À tantôt tout le monde.